Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 16 janvier. Coup d'État à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila aurait été tué, mais pour l'instant pas de confirmation officielle, si ce n'est que le couvre-feu va être instauré dans la capitale congolaise et que les frontières sont fermées. Aide internationale pour le Salvador. 3 jours après le séisme, on compte plus de 660 morts et des milliers de blessés ou de disparus. Nous serons en direct de San Salvador avec notre envoyé spécial, Stéphane Bretner. Les effets du froid et de la misère en France, le SAMU social multiplie les interventions de nuit, nous les avons suivies. Allonger la durée de cotisation et relever l'âge de cessation d'activité, les idées du MEDEF font naître un front uni syndical. Invité de cette édition, le président du MEDEF, Ernest-Antoine Sellière. 12 petits films sur le racisme, les petits faits quotidiens qui trahissent parfois nos comportements à partir de demain sur des écrans de cinéma et de télévision. Et puis les Jeux Olympiques à Paris en 2008, la candidature de la capitale officiellement remise au Comité international olympique à Lausanne. Un coup d'État cet après-midi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Le président Laurent Désiré Kabila aurait été tué, mais pas de confirmation officielle. Les autorités belges parlent même encore de rumeurs. Les frontières aériennes, terrestres et fluviales du pays sont fermées. Un couvre-feu est instauré à Kinshasa. Commentaire Bernard Lebrun. Impossible dans l'immédiat d'avoir confirmation tant d'un attentat que du décès de Laurent Désiré Kabila, tant la confusion semble régner à Kinshasa. Toute l'après-midi, les militaires ont pris position sur les points stratégiques, annonçant à la radio la fermeture des frontières et appelant l'armée à la discipline et la loyauté. 2 sources diplomatiques, belges et onusiennes, confirment uniquement avoir entendu des tirs nourris dans le secteur du palais présidentiel, quartier désormais bouclé par l'armée. C'est au conditionnel qu'une source ougandaise affirme auprès du bureau de l'agence Reuters à Nairobi que le président Kabila serait mort et qu'il aurait été abattu par des inconnus. Ce soir, la radio congolaise n'émet plus, l'aéroport de Kinshasa est fermé et le couvre-feu décrété dans la capitale. Sur le sort de M. Kabila. Pas du tout. Nous attendons justement ces informations, probablement qu'elles seront diffusées à 20h du soir. Mais pour ceux qui pensent que le président Kabila aurait été tué, je ne pense pas parce que sinon je n'aurais pas compris que sur les chefs d'état-major particuliers puissent passer à la télévision et parler avec calme comme il a fait. Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois en ce jour, a besoin de votre sérénité. Cette intervention est justement la toute première image reçue de Kinshasa, montrant l'appel au calme diffusé cet après-midi par cet homme, le chef d'état-major particulier du président Kabila. Laurent Désiré Kabila fut le tombeur du maréchal Mobutu. C'était en mai 97. Ancien maoïste, il fut considéré comme l'homme providentiel. Il mettait fin à une longue dictature. Mais la situation économique désastreuse du Zaïre, devenu Congo démocratique, s'accompagnait d'une guérilla menée par des rebelles appuyés par le Rwanda et l'Ouganda. Jérôme Bonny rappelle l'itinéraire de Kabila et ses 3 ans de présidence. La carrière politique de Laurent Désiré Kabila est une succession de coups de force et de retournements d'alliance. Son ascension commence début 97 dans les maquis de l'est du Congo-Kinshasa où affluent les réfugiés du Rwanda. Avec l'aide des Tutsis qui viennent de renverser les Hutus, il profite de la déstabilisation de la région pour partir en guerre contre le président Mobutu. Lors d'une tentative de la dernière chance en mars 97, il est clair que le président congolais n'obtiendra que mépris de la part du rebelle qui sait qu'il est déjà le plus fort. Après 30 ans de moboutisme, Kabila est accueilli en libérateur dans la capitale. Il prête serment devant une foule réunie au stade. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Mais dès 1998, il veut écarter ses anciens alliés rwandais de l'armée congolaise. Résultat, c'est la rébellion. Il est sauvé de justesse par ses alliés, notamment angolais. Fin août 1998, dès son retour à Kinshasa, il en appelle à la population congolaise. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose.
Depuis, une grande partie de la population s'est aperçue qu'une dictature en avait remplacé une autre. Kabila a assis son pouvoir sur une répression brutale de toute forme d'opposition, mais aujourd'hui, la force militaire semble avoir changé de camp. Depuis samedi, depuis le séisme tragiquement ressenti non loin de San Salvador, la capitale du Salvador, plus de 1000 répliques ont été enregistrées. Il ne reste donc que très peu d'espoir de découvrir des survivants parmi les 2000 personnes encore portées disparues. L'aide internationale arrive pour aider au secours et porter assistance aux victimes. Commentaire Yasmina Farber. Ils sont rodés au tremblement de terre. Cette équipe de spécialistes de Taïwan dispose de micros ultra sensibles pour détecter toute présence humaine. Les secouristes ont demandé le silence complet sur la zone dévastée de Santa Tecla, sans succès. Les fouilles ont donc continué dans le vacarme des engins mécaniques. Mais ce ne sont que des cadavres qui sortent de la terre de Las Colinas, là où 300 maisons ont été détruites. Et même les sauveteurs semblent désabusés. Ce matin, à l'aube, nous avons trouvé 7 corps sous la boue. Parmi ces morts, il y avait un enfant. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Tous les morts ne peuvent être enterrés dans le cimetière de Santa Tecla. Les cadavres sont de plus en plus nombreux dans les fosses communes. Certaines familles viennent ici se recueillir, d'autres reconnaître un de leurs disparus. J'ai reconnu son dos et ses petits ongles. C'est elle. C'est ma petite fille. La capitale, San Salvador, a été baptisée la vallée des hamacs, car depuis le séisme principal, il y a eu 1 millier de répliques. Les habitants préfèrent vivre dans la rue. Il y a eu 3 secousses rien que cette nuit. C'est terrible, c'est tellement violent. 20 000 personnes ont été évacuées des zones à risque. Des camps s'organisent pour distribuer de la nourriture aux sans-abri. Les équipes médicales, elles, s'activent pour éviter les risques d'épidémie. Ce qui nous menace, ce sont des maladies liées à cette catastrophe, comme les infections respiratoires ou intestinales. Dans ce petit pays d'Amérique centrale, plusieurs villages restent isolés. Les hélicoptères de l'armée multiplient leurs rotations pour évacuer les habitants de ces zones rurales. Les autorités redoutent les répliques sismiques et de nouveaux glissements de terrain. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial Stéphane Bretner. Vous venez d'arriver à San Salvador. L'aide internationale est effective maintenant ? Et tout à fait, écoutez, nous sommes arrivés ce matin à San Salvador et on a pu remarquer que le pays entier se mobilisait pour tenter d'effacer les traces du séisme de samedi et de venir en aide aux populations. Alors bien évidemment, la priorité numéro 1, ce sont les secours et aujourd'hui, une deuxième vague de secouristes du monde entier a posé le pied tout à l'heure à l'aéroport de San Salvador. Parmi ces secouristes, il y a bien évidemment les Français. Un détachement de la sécurité civile de 70 personnes est arrivé. Ils ont emporté avec eux 3 unités médicales, 2 unités de traitement de l'eau. Et c'est une grande nouveauté, une grande première. 15 secouristes allemands ont accompagné les Français dans le cadre de la coopération européenne. Alors nous les avons joints il y a quelques instants. Pour l'instant, ils sont en reconnaissance et attendent leur lieu d'affectation. Et ça, ce seront les autorités salvadoriennes qui vont le décider. Alors il y a bien évidemment Santa Clara, vous savez, c'est le quartier de Las Colinas, celui qui a été le plus touché par le séisme. Mais il reste des villages dans les campagnes qui n'ont pour l'instant vu aucun secouriste. Alors les autorités salvadoriennes vont sans doute envoyer les équipes de secours dans ces endroits isolés pour pouvoir aider une population qui en a encore bien besoin. Merci Stéphane. Près de 10 millions de personnes en France devraient bénéficier de la prime pour l'emploi décidée par le gouvernement. La première prime sera versée en septembre 2001. C'est au niveau du SMIC que le calcul de la prime sera fait. Explication avec David Bouhéry et Yann Jiquel. Ils étaient ce matin 3 ministres venus à Bercy expliquer ce que sera la prime pour l'emploi. Le gouvernement a retenu la leçon du Conseil constitutionnel. Son nouveau projet prend désormais en compte la situation familiale des bénéficiaires. Dès cette année, près de 8,5 millions de foyers toucheront cette prime, soit plus de 10 millions de salariés. Dans 7 cas sur 10, le bénéficiaire est aujourd'hui non imposable. Pour lui, grande première, il recevra un chèque du Trésor public. Les autres paieront moins d'impôts. Dans tous les cas, c'est l'administration qui calculera le montant de la prime à partir de la déclaration de revenus. Pour une personne seule payée au SMIC, la prime sera de 1 500 francs pour cette année.
Pour un couple avec 2 enfants qui touchent un seul salaire au niveau du SMIC, 2400 francs de prime. Enfin, dans un couple avec 2 enfants où les 2 parents sont salariés au SMIC, la prime s'élèvera à 3400 francs en 2001. Une prime progressive qui donne davantage à ceux qui retrouvent un emploi et qui devrait être augmentée chaque année jusqu'en 2003. Coût total de l'opération pour l'État, plus de 8,5 milliards de francs cette année et près de 25 milliards en 3 ans. Le projet sera présenté en Conseil des ministres avant la fin du mois et si tout va bien, les bénéficiaires toucheront leur prime pour l'emploi en septembre prochain. C'est le consommateur qui participera au financement du coût des tests de dépistage de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, pour les bovins de plus de 30 mois. Selon le ministre de l'Agriculture, cela équivaut à 1 franc le kilo et 15 centimes pour un bon steak en plus. Vague de froid et misère. Depuis quelques jours, le SAMU social multiplie ses recherches dans les villes pour aider les SDF. 2 d'entre eux sont morts à Arras et Dunkerque. Nous avons suivi une équipe du SAMU social à Paris la nuit dernière, négociant avec des sans-logis pour les convaincre de se mettre à l'abri. Voyez le reportage de Loïc Delamornay et Thierry Breton. L'eau commence à geler dans les caniveaux. Il est 21h, c'est le départ du camion numéro 2, chargé de la zone sud-ouest de Paris. À son bord, 3 personnes qui scrutent les recoins, regardent les cartons suspects ou tout ce qui pourrait ressembler à un corps recroquevillé. C'est la maraude, comme l'appellent les équipes du SAMU social. Il s'agit de rentrer en contact avec eux, de discuter tout d'abord, ensuite de voir ce qu'ils veulent, ce qu'on peut leur apporter, s'ils ont besoin de quelque chose. Alors en général, c'est d'abord un café, des couvertures de survie en ce moment vu le froid qu'il fait. Et puis s'ils veulent, on peut leur proposer un hébergement. 15e arrondissement. Sur les marches d'une agence bancaire, Stéphane s'est installé avec un ami et ses 2 chiens. On a des couvertures de survie, mais on va vous proposer un hébergement pour cette nuit. On est ensemble, on y est pas comme Charles. Mais il y a un problème. Stéphane ne veut pas que ses chiens se retrouvent nez à nez avec ceux des autres sans-abri, car il a peur des bagarres entre les animaux. Il y a un connard qui va avoir un berger à Montrouge. Lui, il les aime pas. Et à Montrouge, les chiens, il y a quoi? Il y a 50 cm de séparation entre eux. La négociation s'éternise. Il a un berger allemand, c'est un connard, il veut rien faire. Peine perdue, Stéphane ne viendra pas. Fois on passe 2 heures, voire 3-4 heures. Ça dépend quand il y a un très gros problème médical, on prend vraiment le temps. Et là, on peut mettre 4-5 heures pour le décider à se faire soigner. L'équipe repassera dans une demi-heure au cas où Stéphane aurait changé d'avis. Le camion part à la recherche d'un nouveau client. Dans cette petite rue, le cliché est facile et pourtant il existe. Et c'est au pied d'une église que Nicolas passe ses nuits avec un équipement de fortune. 2 couvertures. Moquette pour chauffer à la fèche. Ben oui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas bu quelque chose de chaud? Beaucoup de jours. Nicolas, lui, accepte l'offre. Il ira dormir au centre de Montrouge. En chemin, le SAMU repasse près du distributeur de Stéphane. Les 2 sans-abri se sont évanouis dans la ville. Cette nuit, ils ont choisi de rester dehors. Les retraites, leur financement, l'âge des personnes cessant leurs activités, ce dossier semble reconstituer en ce moment le clivage patronat-syndicat. Front uni des syndicats pour repousser les propositions du MEDEF. Nous les détaillerons dans un instant en compagnie d'Ernest Antoine Sellière. Mais auparavant, Séverine Lebrun dresse un état des lieux avec courbe démographique et ressources financières des caisses de retraite. Au centre des préoccupations, l'avenir des régimes de retraite complémentaires. Elle concerne tous les salariés du secteur privé, soit environ 14,5 millions de personnes. En complément de la pension de base, la retraite complémentaire permet à un actif de s'arrêter en percevant environ 70% de son salaire. Mais si aucun compromis n'est trouvé entre les partenaires sociaux avant le 31 mars prochain, ceux qui cesseront le travail entre 60 et 65 ans ne toucheront plus la totalité de leur retraite complémentaire. Elle pourrait subir une diminution comprise entre 6 et 22% selon l'âge de départ en retraite. Le cœur du problème est avant tout démographique. À cause du vieillissement de la population, le nombre de retraités augmente vite alors que la population active diminue. D'après l'INSEE, en 2040, on comptera seulement 10 actifs pour 7 retraités. Du coup, il est de plus en plus difficile de financer la retraite complémentaire. Les 2 organismes qui l'assurent seront tous 2 déficitaires à partir de 2003. Même si le problème reste le même pour les retraites du régime général, elles ne sont pour l'instant pas menacées et continueront d'être versées par la sécurité sociale.
Le MEDEF tenait aujourd'hui son assemblée générale, réaffirmant sa volonté unanime d'allonger la durée de cotisation et de relever l'âge de cessation d'activité. Faute de quoi, les patrons ne veulent plus cotiser à l'Association pour la structure financière, une association créée en 1983 pour assurer le financement des pensions entre 60 et 65 ans. Les syndicats crient au chantage patronal. Enquête Peggy Leroy. Jusqu'au bout, Ernest-Antoine Sellière aura maintenu le suspense. Négociera, négociera pas sur les retraites. Réponse, le président du MEDEF accepte de rediscuter, mais sur la base de son projet. La fin de la retraite à 60 ans et à partir de 2004, l'allongement des cotisations à raison d'un trimestre de plus par an. Ces propositions ont été rédigées par tout le patronat. Et pourtant, une partie des chefs d'entreprise est choquée par le refus de dialogue serein du MEDEF. Il n'y a plus de négociation, on va attendre 2003 ou 2004 pour se dire « Ah ben il faut qu'on se dépêche de négocier ». Autant commencer dès maintenant, dans la quiétude je dirais, puisque nous connaissons les chiffres de la démographie comme tout le monde, il faut mieux se préparer dès maintenant plutôt que d'attendre le dernier moment pour discuter. Pendant que le patronat se divise, les syndicats, eux, se serrent les coudes. Nous sommes le 5 janvier dernier. Un petit événement dans l'histoire syndicale vient de se produire, puisque la CGT, la CFTC, la CGC, la CFDT et FO sont autour de la même table et pour le même projet. Une grande journée d'action le 25 janvier pour protéger la retraite à 60 ans. Je crois que les salariés eux-mêmes n'auraient pas compris que les organisations syndicales ne répliquent pas au coup de force du MEDEF sur les retraites complémentaires. Le MEDEF nous contraint à mobiliser les salariés. Je crois qu'il faut que les salariés prennent conscience que la situation aujourd'hui est grave. L'assurance chômage avait divisé les syndicats, la retraite complémentaire les rapproche. Ils iront défendre cet acquis social jusque dans la rue, et tous ensemble. Monsieur Sellière, bonsoir. Bonsoir. Alors pour les 35 heures, vous aviez réussi à briser le front syndical, mais là vous les avez tous contre vous. Ça change quoi pour vous? Bah, écoutez, franchement, pas grand-chose, parce que on l'a vu, les faits sont les faits. Il n'y a aucune inquiétude pour les retraités. Les Françaises et les Français qui sont à la retraite continueront à toucher leur retraite. Mais si les syndicats continuent à refuser de regarder l'évidence, c'est-à-dire l'impossibilité dans laquelle on sera de financer la retraite complémentaire, si on n'allonge pas très modérément et très progressivement la durée de cotisation. Dans notre proposition, vous savez, il s'agit de travailler grosso modo 1 an et demi de plus en 2010 et en commençant progressivement à partir de 2004. Ces propositions sont de bon sens, elles sont en œuvre partout en Europe. Alors les syndicats disent manifestons plutôt que de discuter. Nous sommes sûrs qu'ils reviendront discuter, c'est ce que nous leur proposons. Mais alors pourquoi vous, patron, globalement, vous ne montrez pas l'exemple? Parce qu'il n'y a pas un jour où on ne met pas en retraite anticipée des gens qui ont 55 ans, 56 ans. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt on débauche les gens qui ont plus de 55 ans. C'est une pratique courante. Donc ça vous met en porte-à-faux quand même dans ce que vous dites là. Ben, je vous dirais non, parce qu'en fait, dans les questions de retraite, les choses sont très progressives. Alors, nous avons été dans une époque où on a eu beaucoup de chômage, des nécessités de restructuration, et donc on a beaucoup, en effet, utilisé la pré-retraite pour pouvoir restructurer, et parce qu'on avait beaucoup de chômage et il fallait faire place aux jeunes. Mais dans ce que nous voyons venir pour les 10 ans qui viennent, nous allons manquer de main-d'œuvre et nous aurons au contraire à faire travailler les gens plus âgés, les anciens, plus longtemps. On continue de le faire. Hier encore, il y avait encore des gens de plus de 55 ans qui étaient débauchés. Pourquoi est-ce qu'on continue de le faire et que vous vous dites non, il faut allonger la durée du travail? Alors, voyez-vous, nous n'avons pas encore pu entamer la réforme et nous sommes dans le système ancien. Et dans le système ancien, on continue à faire de la pré-retraite. Mais bien entendu, dès que nous serons dans le système nouveau que nous proposons, ce sera fini. Sauf pour les entreprises qui veulent le faire et qui le paieront elles-mêmes. Mais ça ne sera plus, comme on dit, mutualisé. Actuellement, vous recommanderiez plutôt au patron de ne pas licencier ou de ne pas mettre, pas licencier, mais mettre en pré-retraite des gens qui ont plus de 55 ans? Écoutez, chacun dans l'entreprise fait ce qu'il croit devoir faire, mais nous disons très clairement aux entreprises, quand vous voudrez demain mettre à la retraite, à la pré-retraite, eh bien vous devrez prendre en charge le différentiel de cotisation vous-même. Ça ne sera plus à la charge de la collectivité. Alors vous avez lancé l'idée de la refondation sociale et pourtant d'une certaine manière là vous cassez le paritarisme parce que vous dites nous on ne paye plus.
Non, nous ne cassons rien du tout. Nous proposons au contraire un système, encore une fois, modéré, de bon sens. Vous savez, sur l'assurance chômage, nous avons eu beaucoup de mal à faire comprendre notre position à l'opinion, à la majorité des syndicats, au gouvernement. Ils l'ont accepté. Ça a pris 6 ou 7 mois. Ça a été long, parce qu'on n'aime pas, évidemment. Vous étiez moins radicaux. Bon, écoutez, ça, là, je ne sais pas. Là, vous irez plus discuter. Vous irez plus discuter. Non, au contraire, nous irons discuter et nous sommes demandeurs de l'ouverture de négociations, de discussions sur la base des propositions de bon sens. Mais est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue alors que vous faites une sorte de chantage en disant maintenant nous on paye plus? Attendez, quand le patronat, comme on dit, prend une négociation, c'est toujours du chantage dans la terminologie des syndicats. Je vous demande de ne pas reprendre ce terme. C'est une position de négociation, elle est tout à fait naturelle. Et nous nous efforçons, vous savez, de protéger l'intérêt de tous les jeunes au travail, de tous ceux qui paieront des cotisations supplémentaires si on n'accepte pas le système que nous proposons. Et nous ne souhaitons pas que les jeunes qui payent déjà 3 mois de leur salaire pour les retraites des plus anciens soient amenés à payer plus. Vous savez, on a mis beaucoup de réflexion là-dedans et je crois que le bon sens l'emportera. Vous revenez à la table des discussions, à quelles conditions ? Eh bien, à la condition que les syndicats veuillent bien considérer que pour régler le problème des retraites complémentaires en France, il ne s'agit pas de nouvelles cotisations sur les plus jeunes, il ne s'agit pas d'abattre la retraite des aînés, mais il s'agit bien de très progressivement accepter de travailler un peu plus. Et encore une fois, il s'agit d'un trimestre par an jusqu'à 2023. C'est très lointain, c'est très progressif, mais c'est le bon sens et je crois que c'est ce qu'on fera. Mais c'est la fin de la retraite à 60 ans. Eh bien, c'est la retraite, si vous voulez, à la carte, c'est-à-dire que chacun déterminera le moment de son départ. Et la retraite à 60 ans a été un slogan, a été une réalité pendant 20 ans, mais les choses ont changé. Et aujourd'hui, il faut regarder le monde qui vient. Tout le monde regrette ses 20 ans, on peut également regretter la retraite à 60 ans. Est-ce qu'au fond, derrière ça, il n'y a pas l'idée que la retraite par répartition est obsolète et qu'il faut aller vers les capitalisations chères à votre ami, M. Kessler? Non, pas du tout. Alors ça, si vous voulez, nous sommes pour le système de répartition. Nous le défendons parce que le système que nous proposons s'appuie sur un système de répartition qui sera financé et donc qui sera maintenu. La capitalisation, c'est quelque chose qui peut venir en plus. Nous le souhaitons beaucoup. La France, seule en Europe, ne l'a pas fait. Là aussi, je crois qu'un jour ou l'autre, elle y viendra. Je retiens que vous êtes quand même plus nuancé, que vous êtes prêt à dialoguer avec les syndicats. Nous sommes très nuancés, nous sommes toujours pour le dialogue, mais vous savez, il y a des présentations syndicales qui sont quelquefois un peu abruptes. Ça fait partie du jeu. Nous ne leur en voulons pas. Merci, M. Seyer. 2001 sera une bonne année économique et la France descendra en dessous de la barre des 2 millions de chômeurs. Ce sont les vœux de Laurent Fabius, à peine revenu du Japon. Le ministre de l'économie est allé, avec son homologue allemand, expliquer et vanter les mérites de l'euro que nous utiliserons dans un an. Pascal Gollemer et Dominique Bonnet, nos envoyés spéciaux, les ont suivis. C'est à l'aéroport d'Osaka que Hans et Laurent, comme ils aiment s'appeler, s'étaient donné rendez-vous. Direction Tokyo. Après 2 jours passés aux côtés de leurs collègues européens et asiatiques, l'heure était venue pour les 2 ministres de préparer leur numéro de duettiste. Quand il s'agit de plaider la cause de l'euro, le couple franco-allemand serre les coudes. Il y a, c'est vrai, parfois des divergences entre nous, mais il est impossible qu'il en soit autrement. On a de très bonnes relations personnelles, nous travaillons très bien ensemble, et c'est précisément quand il y a des difficultés qu'il faut travailler ensemble. Tokyo, place financière, affaiblie certes, mais toujours incontournable. Banques et compagnies d'assurance détiennent ici des sommes colossales qu'elles investissent là où cela peut rapporter gros. Fleur à la boutonnière et sourire de rigueur, ce sont ces investisseurs que les 2 ministres, en montant sur scène, espèrent bien convaincre des atouts de l'économie européenne. Pas facile, certains dans la salle ont beaucoup perdu en misant sur l'euro depuis 2 ans. Seulement aujourd'hui, l'Amérique patine, l'euro se redresse face au dollar. C'est donc le moment d'acheter, conseillent en chœur nos 2 orateurs. 1h30 plus tard, le public est partagé. Je ne suis pas aussi optimiste. Pourquoi? Parce que c'est un système très compliqué. Les structures sont compliquées dans les pays européens. Quand l'euro circulera en pièces et en billets, il me sera plus familier. Et je pense qu'il y aura plus d'intérêt pour la monnaie. Mais l'essentiel pour Laurent Fabius, c'était de rassurer les investisseurs. Ça contrecarre tout ce qu'un certain nombre d'amis, entre guillemets, peuvent leur dire sur l'Europe, pas des difficultés. Oui, on a une certaine difficulté, mais on travaille quand même bien ensemble et on est en train de construire quelque chose. Les 2 ministres ont promis de renouveler très bientôt l'expérience, cette fois aux États-Unis. Ils devront entre-temps convaincre aussi leur propre opinion nationale.
Machine arrière gouvernementale sur la taxation en projet sur les ordinateurs. Pas question, a dit Laurent Fabius, et Catherine Tascal a confirmé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Des experts médicaux de l'OTAN réunis à Bruxelles affirment qu'ils n'ont détecté aucun syndrome dit des Balkans et qu'il n'y aurait donc aucun décalage statistique dans les taux de mortalité ou de maladie des unités militaires qui ont servi dans l'ex-Yougoslavie par rapport à celles qui n'y ont pas été. Ce débat sur le syndrome des Balkans trouve un écho en Irak. 10 ans après le début de la guerre du Golfe, les Irakiens montrent volontiers les effets des armes chimiques utilisées par les Alliés contre eux comme preuve de leurs accusations. Reportage de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Bruno Giraudot. Elle est pédiatre à Bassora, dans le sud de l'Irak. Dans un cahier, le docteur Djenan a rassemblé 250 photos. Elle montre les enfants nés mal formés à la maternité ces 8 dernières années. Je n'avais jamais vu de tels cas avant. Et pourtant, j'exerce ici depuis plus de 21 ans. Le docteur Djenan nous conduit dans le service où sont hospitalisés les enfants souffrant de cancer. Selon l'ONU, le nombre de cas aurait été multiplié par 5 dans le sud du pays depuis la fin de la guerre du Golfe. Cet enfant souffre d'une tumeur au cerveau. Sa maman est persuadée qu'il est malade à cause de l'uranium appauvri. C'est à cause de la guerre et des bombes que les avions américains ont lâchées sur nous, à cause de ces choses qu'ils ont déversées ici. Un autre hôpital dans la même ville. Ce cancérologue explique qu'il y a 10 ans, ce militaire était sur le front. Depuis quelques mois, il souffre de leucémie. Il a inhalé beaucoup de fumée et de poussière. Il est possible qu'il s'agisse de poussière d'uranium appauvri. C'est certes possible, mais le lien entre l'uranium appauvri et ces maladies n'a pas été prouvé scientifiquement. Alors pour nous convaincre, les Irakiens nous emmènent sur les zones bombardées. Les Américains reconnaissent avoir déversé 300 tonnes d'obus à l'uranium appauvri sur ces régions quasi désertiques du sud de l'Irak. Des civils vivent ici, mais aucun expert indépendant n'a pu venir vérifier le taux de radioactivité actuel. Il y a aussi dans la région, depuis la fin de la guerre, des observateurs des Nations Unies, des Français, mais là, le discours est tout autre. Ici, dans la mission, les problèmes de santé que l'on peut relier à l'environnement, c'est principalement l'industrie pétrolière et les usines pétrochimiques qui sont situées au bord de mer, enfin au bord du fleuve. Les Irakiens, qui ont eux-mêmes souvent utilisé des armes de destruction massive, demandent aujourd'hui des compensations. Et vous pourrez retrouver le dossier Irak 10 ans d'embargo sur notre site internet france2.fr. Jeudi après-midi, un Concorde d'Air France décollera de Roissy pour gagner la base militaire d'Istres près de Marseille. C'est le premier vol du Concorde depuis la tragédie du 25 juillet 2000 qui avait coûté la vie à 113 personnes. Le Concorde va faire des essais de roulage. Reportage de Patrick Fandiot et Christian Leroux. Une photo de famille comme pour un vol inaugural. Voici les équipes techniques qui ont préparé le Concorde qui décollera à vide jeudi prochain de Roissy. Ce sera la première fois qu'un supersonique quitte un aéroport français depuis la catastrophe du 25 juillet dernier. Mais pour le commandant de bord, c'est un vol sans état d'âme. Je partirai avec un avion pour lequel on aura fait ce qu'il fallait et avec des équipages qui ont été entraînés comme il fallait. Sur la base militaire d'Istres, sur l'une des plus longues pistes d'Europe, le Concorde va être soumis à 15 jours d'essai au sol intensif. Les constructeurs et la compagnie veulent notamment comprendre ce qui s'est passé dans le réservoir gauche quand il a été heurté par un gros morceau du pneu éclaté. Une sorte d'onde de choc hydraulique très rare. Il n'y a dans les 57 éclatements de pneus précédents aucun cas où se crée une rupture brutale d'une grande plaque de réservoir qui provoque un débit énorme de carburant. Les experts veulent aussi vérifier si l'incendie s'est déclenché au contact du kérosène avec la flamme du réacteur et pourquoi le feu a pris une telle ampleur. En attendant, British Airways a commencé à modifier ses supersoniques. Une couche de Kevlar va tapisser le fond des réservoirs pour mieux les protéger en cas de choc. Un test en vol est prévu début février avant une éventuelle autorisation de reprise des vols. La présentation par Jean Tibéry de ces listes pour les élections municipales parisiennes, des listes dites double mixte, hommes-femmes, dans une vingtaine d'arrondissements. Outre les fidèles de Jean Tibéry, on trouve des membres du RPF de Charles Pasqua et des amis de Jacques Dominati.
Et puis hier soir, dans une boîte de jazz, le candidat socialiste Bertrand Delanoë présentait aussi ses listes et un comité de soutien plein de noms célèbres. Reportage Alexandre Carra et Pascal Caron. Retard de rigueur et pagaille médiatique, en matière d'entrée en scène, le candidat Delanoë n'a plus de leçons à recevoir. L'essentiel à vrai dire, c'est de ne pas se faire voler la vedette par les habitués du genre. Bertrand Delanoë vient de, et ça c'est un petit peu le scoop, de se désister en ma faveur. Voilà. Elie Semoun, Jacques Weber, Pierre Arditi ou Michel Piccoli, le New Morning, boîte de jazz du 10e arrondissement, avait pris pour un soir des allures de général ou d'avant-première. Autre genre de vedette, les têtes de liste socialistes de la capitale. Daniel Vaillant, l'homme du 18e, Lynn Cohen-Solal, qui selon les sondages pourrait bien battre Jean Tibéry dans le 5e. D'abord un petit mot pour Jeanne Moreau qui soutient, mais de New York. Puis politique oblige, le RPR parisien fait les frais de l'ironie du candidat socialiste. N'attendez pas de moi des appartements de complaisance. N'attendez pas, je le dis sérieusement, n'attendez pas de moi quelques privilèges. N'attendez pas de moi quelque avantage particulier. J'espère que je ne perds pas trop de voix là. Aucun risque, le public est acquis. Alors quand le candidat Delanoë annonce un doublement du budget municipal de la culture en cas d'élection, il a le droit à un rappel. Comme quoi, il y a des petites attentions qui assurent des soirées réussies. Le cinéma dans la bataille politique contre le racisme. 12 films formant un long métrage, 12 situations quotidiennes que nous connaissons ou rencontrons parfois, avec des réalisateurs décidés à nous faire réfléchir. Parmi eux, on trouve Vincent Lindon. Présentation Sophie Jouve et Bernard Pucessou. Qui c'est qui a sang-port? Il n'y a pas de sang-port? Mots blessants, préjugés, des petits riens qui font mal, instants volés au quotidien. Ce sont des jeunes qui ont écrit ces histoires, filmées par des cinéastes confirmés. Je ne mange pas la tienne. Tu me la donnes? Bonjour. Bonjour. Je suis Soria, la fée patronelle. Soria. Soria? Oui, je viens pour le goûter d'anniversaire. Soria anime des fêtes pour enfants. Cette histoire-là lui est vraiment arrivée. Bonjour. Madame, c'est la fée. Écoutez, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, Éléonore. Elle a 7 ans et j'avais demandé à ce qu'on m'envoie une fée. Alors il doit y avoir une erreur. J'avais j'avais envie un peu, j'en avais les larmes aux yeux quoi. Mais ce moment j'ai tenu bon, j'ai fait l'animation pendant 3 heures. 3 heures c'était très très dur pour moi. Et avec les enfants ça a été magique parce que les enfants vous voient sous un autre regard. Bonjour les enfants. Un arabe pour le rayon littérature française, ça fait un peu mauvaise blague, non? Être obligé en 2000 de faire 12 films de 5 minutes, de dire et faire contre le racisme, pour encore expliquer à un nombre beaucoup trop grand de gens qu'il ne faut pas être raciste, ça me paraît dément, quoi. Oui, les préjugés sont partout, y compris dans les communautés elles-mêmes. Le chanteur Faudel interprète l'adolescent dragueur qui n'hésite pas à insulter une jeune fille en arabe. Respect. Oui, فهمت. عربية وكبر في الجزائر ايش t'emmerde. Maman, regarde la dame. Regarde comme elle est belle. Un petit film vaut mieux que des grands discours quand il s'agit de nous ouvrir les yeux. Un film demain, à partir de demain en salle en France et puis à la télévision, notamment sur France 2. À Auxerre, Émile Louis est revenu sur ses aveux devant le juge d'instruction Benoît Lewandowski. Il est accusé de plusieurs meurtres de jeunes filles commis entre 1977 et 1979. Émile Louis, qui avait d'abord passé des aveux, est revenu sur ses aveux. Son avocat aurait formulé une demande de remise en liberté. Du sport, le Paris-Dakar, 15e étape en Mauritanie, et une bagarre dans la catégorie moto-auto entre Jean-Louis Schlesser et l'équipe Mitsubishi. Le reportage de Christelle Bertrand et Rémi Poissonnier sur la route du Dakar. À toute vitesse, les deux favoris du Dakar se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chacun leur tour, Masuoka sur Mitsubishi et Schlesser dans son buggy bleu se disputent la première place. Schlesser a remporté les 2 dernières éditions du rallye cette année. C'est lui qui mord la poussière.
Le terrain est pas trop mal pour Mitsubishi, c'est varié, déjà c'est du hors-piste, c'est pas de la piste. Quand c'est une piste tracée, les buggy Schlesser ne sont énormément supérieurs. Il faut dire que Mitsubishi a déployé d'énormes moyens pour enfin s'imposer. 52 personnes sont là pour s'occuper de 6 voitures. De l'autre côté du bivouac, l'écurie Schlesser a des moyens plus modestes. Le pilote constructeur n'a que 2 buggy sur la course, presque certain de ne pas gagner. Il ne veut pas s'agrandir pour autant. Au-delà, il faut faire une autre structure, il faut faire une équipe B. Possible, hein, tout est possible, une question de moyens. Rien ne filtre en revanche sur les budgets. Masuoka a 38 minutes d'avance sur Schlesser. Les 5 étapes à venir sont longues, techniques et rapides. Tout peut encore changer. Aux internationaux de tennis d'Australie, qualification de Marie Pierce sans problème, mais également d'Amélie Mauresmo pour envoyer la balle de match, Sandrine Testu qualifiée, Arnaud Clément, Sébastien Grosjean et puis Fabrice Santoro qui a battu pour la première fois dans sa carrière Michael Chang. Voilà la victoire de Marie Pierce. En marge du football, la question des faux passeports reste posée judiciairement. Le Brésilien Alex Diaz, ici avec son avocat Maître Buffard, Alex Diaz de Saint-Etienne s'est rendu ce soir à la Ligue nationale de football. Il a été entendu par les dirigeants. Il est sorti des locaux il y a quelques instants. Et puis le gardien de but de Metz, le Colombien Farid Mondragon, qui dispose d'un passeport grec, comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris le 14 mars en compagnie d'Alex Diaz aussi. Un septennat pour convaincre. Paris est candidate aux Jeux Olympiques de 2008 et le dossier vient d'être remis au comité international à Lausanne. 4 autres villes sont en lice, Istanbul, Osaka, Pékin et Toronto. La candidature de Paris est estimée à 22 milliards de francs, soit 3 milliards 350 millions d'euros. Nathanaël de Rinxin détaille cette candidature pour 2008. Imaginez les Jeux Olympiques à Paris en 2008. Un exercice difficile quand il s'agit d'associer les monuments les plus prestigieux au sport olympique. Chaque épreuve a trouvé son site. Aujourd'hui, le dossier de candidature français a été déposé. 590 pages pour expliquer aux membres du CIO ce projet Paris 2008 unique dans toute l'histoire des Jeux. Je crois que pouvoir imaginer des épreuves d'équitation sur l'esplanade des Invalides, du volley-ball au Champ de Mars, de l'escrime au Grand Palais, du tir à l'arc à Bagatelle, un marathon faisant le tour des grands monuments, des courses cyclistes également dans le cœur de Paris, c'est un atout tout à fait considérable. Juste à côté du Stade de France, retenu pour accueillir la cérémonie d'ouverture et les épreuves d'athlétisme, le village olympique hébergera 15 000 personnes. Reste à construire une piscine, un vélodrome et une salle couverte. Le budget est fixé à 22 milliards de francs. Paris 2008 mobilise. Marcel Desailly participe déjà à la campagne publicitaire. Visiblement, les sportifs français attendent les Jeux avec impatience. Dites oui à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2008. Je suis enthousiaste et je suis heureuse de m'engager pour Paris 2008 et j'espère qu'il y a plein de gens qui se sentent aussi concernés, surtout des sportifs, parce qu'il faut que les sportifs et les gens du sport, en fait, du domaine sportif, comprennent que c'est dans leur intérêt. Après Albertville, la flamme olympique est sur le point de revenir en France. Paris, Istanbul, Pékin, Osaka ou Toronto, le CIO doit se prononcer le 13 juillet prochain à Moscou. Voilà, puis je vous annonce cette décision du Festival de Cannes. Son président, Gilles Jacob, a choisi l'actrice, réalisatrice francophile américaine Jodie Foster pour présider le 54e Festival de Cannes prochain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous en rappelle deux des principales informations que nous avons développées. Tout d'abord, ce coup d'État à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président Laurent Désiré Kabila, au pouvoir depuis plus de 3 ans, aurait été tué. Je dis bien aurait été tué car aucune confirmation officielle. Mais ce soir, le couvre-feu est instauré à Kinshasa. Allonger la durée de cotisation, relever l'âge de cessation d'activité, les idées du MEDEF font naître un front uni syndical. Ce soir, invité de notre édition, le président du MEDEF, Ernest Antoine Sellière, se dit pourtant prêt au dialogue avec les syndicats. La météo dans quelques instants avec Sophie Davant. Puis à 20h50, je vous recommande le très beau film Après la guerre avec Richard Boringer et Daniel Auteuil. À 22h40, le magazine de Frédéric Lopez, Alors heureux. À 0h45, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra en direct du Parlement romain de Strasbourg Michel Rocard. À 13h, vous trouverez bien sûr Gérard Ross. À demain 20h. Bonsoir. Merci.